nous continuons de rencontrer les intellectuels, tant ivoiriens, africains, européens, américains. Un jour, on va vous parler anglais. Celui que nous recevons aujourd'hui, c'est un grand homme cultivé, intellectuel. Il s'appelle le professeur Balobi. Bon, ceux qui souvent veulent le titiller l'appellent Jérôme. Nous venons le rencontrer parce qu'il a une histoire à nous raconter. Cette histoire, permettez que nous nous tournons vers le professeur pour lui dire bonjour et échanger avec lui. Professeur, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, quelle présentation sommaire vous pouvez faire de vous pour que les gens se rendent compte qui vous êtes exactement? Bon, sommairement, je dirais que je suis enseignant-chercheur à l'université de Cocody. J'ai été également le secrétaire général de cette institution de 2002 à 2012. Donc, j'ai donc géré l'université de Cocody pendant une dizaine d'années. Et c'est donc à la faveur ou suite à la crise post-électorale que je me suis retrouvé en exil en France. Ok. Alors, quel souvenir vous gardez de cette université-là, de votre fonction? D'abord, l'université de Cocody, la mère de toutes les universités de Côte d'Ivoire. C'était d'abord l'université nationale. Et c'est en 1992 qu'on a commencé à scinder cette université en 3 universités, donc celle de d'Abouba-Diamé et celle de Bouaké. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres universités qui sont nées, mais c'est donc cette grande université qui a formé la majorité, je dirais, de nos cadres, hein, ceux qui ont géré cette Côte d'Ivoire depuis, disons, une vingtaine ou une trentaine d'années maintenant. Ils sont pratiquement tous passés à l'université de Cocody. Ok. Alors, tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez dit que vous vous retrouvez en exil à cause de la crise. Quelle expérience vous gardez de cette crise électorale, post-électorale? Ben, une très mauvaise expérience parce que, à titre personnel, moi j'ai été arrêté le 19 avril 2011, donc pratiquement une semaine après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, disons son enlèvement. Et j'ai été arrêté alors même que je sortais de l'université où j'étais allé faire l'état des lieux. Un très mauvais souvenir parce que ça a été une période difficile, personnellement, mais également pour toute la Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai que j'ai été torturé comme tant d'autres. J'ai fait différentes prisons à Abidjan avant de me retrouver à Bouna en avril 2011, où j'ai fait environ 7 mois avec d'autres. Et au-delà de ma personne, donc, comme je disais, ça a été une crise difficile. Et les effets se font encore ressentir en Côte d'Ivoire, où on a aujourd'hui une division profonde dans la population à cause de cette crise-là. Et donc, c'est un souvenir douloureux, mais je ne suis pas découragé parce que nous avons un devoir, notre génération, un devoir vis-à-vis de ce pays, mais également vis-à-vis des générations à venir, parce que nous devons reconstruire la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le premier pays à avoir traversé ce genre de crise, d'autres nous ont précédés, mais ils ont réussi. L'Afrique du Sud, malgré son histoire de ségrégation raciale, l'Afrique du Sud, tant bien que mal, sous l'impulsion de feu Nelson Mandela, a commencé à se réconcilier. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et la Côte d'Ivoire devrait emprunter aussi cette voie-là, cette voie. Et pourquoi le pouvoir n'arrive pas à emprunter cette voie que tout le monde lui recommande? Qu'est-ce qui provoque ce blocage-là? Ben, je pense que c'est d'abord congénital parce que ce pouvoir est arrivé par la force. Et nous le savons tous. Quoi qu'on nous dise, c'est un pouvoir qui a été installé par la force. Donc, après s'être installé, ce pouvoir, au lieu de s'attacher d'abord à rassembler ce pays qu'il a divisé, cherche plutôt à consolider son pouvoir à tous les prix. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est méconnaissable. C'est vrai que moi, je ne suis pas allé physiquement, mais les échos que j'en ai, c'est que le pays est divisé, il y a l'insécurité, il y a des phénomènes nouveaux qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes des microbes, des jeunes gens de 13 à 14 ans qui, en bande organisée, avec des armes blanches, vont agresser tout le monde. On dit que c'est des jeunes contre la loi, je crois. On ne les appelle pas des microbes, on dit que c'est des jeunes, je crois, contre la loi. En rupture avec la loi. En rupture avec la loi. Bon,
vous avez fait cette prison douloureuse, et je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus, mais à Bouna, les images qui nous sont parvenues à un moment sont des images tellement douloureuses qu'aujourd'hui vous êtes prêts à rentrer dans la réconciliation si tous les ingrédients sont réunis. Oui, mais la réconciliation est indispensable. Je veux dire, je peux, à titre personnel ou avec d'autres, me venger, mais à quoi ça va nous conduire? C'est-à-dire que si on parle de vengeance en vengeance, on ne réconciliera pas la Côte d'Ivoire sur cette base-là. Je suis prêt, effectivement, à rentrer dans la réconciliation, mais une réconciliation véritable, parce que réconcilier, c'est remettre ensemble des choses ou des personnes qui se sont séparées. Donc, cette réconciliation-là exige donc qu'il y ait au moins les deux parties en face. Et donc, la personne qui incarne le mieux l'autre partie, c'est le président Laurent Gbagbo, qui a été enlevé, qui a été séquestré, qui a été maltraité, qui a subi toutes les humiliations, qui se retrouve aujourd'hui à La Haye sous des prétextes fallacieux. Il a un plan commun pour détruire un groupe donné, mais des témoins se sont succédés. Depuis, Laurent Gbagbo est à La Haye depuis 2011. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on cherche à prouver. Le procureur a présenté tous les témoins qu'il avait sous la main, mais ils n'ont rien prouvé. Au contraire, ils ont conforté la thèse que Laurent Gbagbo est innocent. Laurent Gbagbo, je dirais, c'est la clé de voûte de cette réconciliation. Donc pour vous, tant que Laurent Gbagbo ne met pas le pied dehors, il ne peut pas avoir de réconciliation. Oui, mais je veux dire, ce n'est même pas pour moi, c'est ça qui est logique. Parce que moi, je ne suis pas en crise avec M. Alassane Ouattara. J'ai été arrêté parce qu'on dit que je suis pro-Gbagbo, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui sont les partisans de Gbagbo. Donc ça veut dire que c'est Gbagbo la clé de voûte. Je n'ai pas eu de conflit personnel avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était candidat en face du président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est l'origine de la crise. Donc, Alassane Ouattara qui doit réconcilier la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire réconcilier, c'est Laurent Gbagbo dehors, parce que c'est lui, je dis, c'est lui l'élément central de cette crise-là. Alors, que Baloubi rentre, c'est pas ça qui va faire de la réconciliation. Si Baloubi rentre, que Gbagbo est en prison, on n'aura pas réconcilié les Ivoiriens. Mais le président Alassane Ouattara dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais alors, sur quoi lui, en tant que président, il va se baser pour dire que si Gbagbo Laurent ne sort pas, il ne peut pas avoir de réconciliation? Oui, mais cette expression, moi, ça me fait rire parce que je ne sais pas si c'est le président Ouattara qui l'a dit vraiment. Je n'ai pas, bon, vous êtes journaliste. Il a dit le premier, il a même redit le premier pour dire que le débat il est clos sur cette histoire de prisonniers politiques. Il ne veut plus en entendre parler parce que c'est des prisonniers qui ont attaqué des gendarmeries, des policiers, ainsi de suite, qui se retrouvent là-bas, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Laissez-moi rigoler. Assoadou, il a attaqué quelle gendarmerie? Assoadou a attaqué quelle gendarmerie? Madame Gbagbo. Madame Gbagbo a attaqué quelle gendarmerie? Lida Kwasi a attaqué quelle gendarmerie? Le jeune David, comment il s'appelle? Samba David, il a attaqué quelle gendarmerie? Alors que les Ouattao, les Soro Guillaume, qui ont assassiné des gendarmes, c'est connu, ils l'ont même revendiqué, qui ont anéanti des populations entières à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, sont dehors. Qu'est-ce que Assoadou cherche en prison? Si ce n'est pas pour de la politique. Assoadou était en exil au Ghana quand M. Ouattara a demandé aux Ivoiriens de rentrer. Quand ils sont rentrés, la première chose qu'il a fait, c'était quoi? C'est d'arrêter Assoadou, d'arrêter le procès Hubert Oulaï. Alors, c'est quoi? Ou bien il ne sait pas ce que c'est que la politique du tout. Parce que ceux-là-ci ne sont pas prisonniers politiques. Qu'on nous dise ce qu'ils ont fait. Parce que jusque-là, ils ne sont pas jugés. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Pour nous, ce sont des prisonniers politiques. Un point trait. Tout à l'heure, vous avez prononcé le nom de M. Soro Guillaume, qui aujourd'hui, ayant reconnu les faits, se bat vaille que vaille pour que les Ivoiriens se retrouvent pour se réconcilier. Est-ce que vous trouvez ces actes, ces dits, ces sorties de sincères, de véridiques? Si non, si oui, qu'est-ce que vous lui recommandez véritablement? Non, mais moi, je ne peux pas de conseil à donner à Soro Guillaume. Je dis simplement qu'il n'est pas crédible quand il parle de réconciliation. Parce que, après avoir assassiné des gens, fait assassiner des gendarmes, fait assassiner des peuples entiers, bon, moi je juge aux actes, hein, parce que là, je ne sais pas s'il est en campagne pour 2020 ou bien s'il est en campagne pour la réconciliation. Moi, j'attends des actes concrets. Parce que Soro Guillaume, lesquels, par exemple? Soro Guillaume est président de l'Assemblée nationale. Oui. Tous ceux qui sont en prison sans jugement,
sans raison même. Parce que ce que je vais vous dire, moi je connais des gens, des jeunes, je ne dis rien du tout, qui ne font même pas de politique, qui sont en prison. Parce qu'un jour, on a décidé qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et la dame Méo qu'on a mise en prison, vous pensez qu'il a déstabilisé quel pays? Elle a quel moyen pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Elle a fait la prison. On parle de Soro Guillaume, hein? Oui, mais j'arrive. Sa tentative de réconcilier. J'arrive, c'est pour ça que je dis il vous demande, il vous tend la main. Si Soro Tout à l'heure, vous avez dit, bon, écoutez, vous êtes prêt à rentrer dans la réconciliation. Oui, mais Soro Guillaume ne peut pas me tendre la main parce que sa main est pleine de sang pour l'instant. Cette main-là, je ne peux pas la saisir tant qu'il ne la lave pas. La laver, c'est d'abord reconnaître son forfait. Il a reconnu? Oui, mais non. Il a reconnu comment? Il dit non, il est le père de la rébellion, mais il a même fait un ouvrage là-dessus. J'ai été le père de la rébellion, je demande pardon pour tous les actes que nous avons commis. Monsieur Soro Guillaume n'est pas crédible. S'il est sincère, qu'il aille rendre visite à Aswadou dans la prison. Qu'il aille rendre visite aux exilés qui sont au Ghana, parce que ceux-là sont proches. Qu'il aille rendre visite à Laurent Gbagbo même. Parce qu'au fond, Laurent Gbagbo a laillé pourquoi? Parce que Soro a décidé que Ouattara devait être président de la République. Il assume la rébellion, ok. S'il veut la réconciliation, qu'il pose des actes concrets. C'est-à-dire, il va à la MACA c'est Abidjan, qu'il aille saluer, en tant que président de l'Assemblée nationale, qu'il aille saluer les prisonniers. Les prisonniers, ils disent que ce n'est pas des prisonniers politiques, mais qu'il aille les saluer déjà. C'est un acte concret. Soro Guillaume, je me souviens, on était encore à Bouna, quand il a fait une mission à Bouna. On nous a annoncé que Soro Guillaume venait nous saluer. Il n'est jamais passé. Il est venu à Bouna pourtant. Donc, c'est des actes qu'on attend. Que Soro fasse sa campagne, c'est bien. Mais je veux dire, dans sa position, il devait faire plutôt preuve d'humilité. C'est-à-dire quoi? L'humilité, c'est d'abord ne pas crier sur tous les toits ce qu'il raconte. Il a assumé là. Assumer, c'est pas simplement dire les choses. Oui. Assumer, c'est aller aussi à Bouaké, aller vers les familles des gendarmes qui ont été assassinés pour leur demander pardon, qu'on voit cet acte-là. Mais je veux dire, en tant que président de l'Assemblée nationale déjà, il peut déjà rendre visite. Mieux du moins, il peut prendre une loi d'amnistie. On l'a fait, Laurent Gbagbo l'a fait. Quand la rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire en 2002, Laurent Gbagbo a pris en 2003 une loi d'amnistie. Oui. Pour amnistier tous ces voyous qu'on a ramassés pour déchirer la Côte d'Ivoire, pour tuer des Ivoiriens. Il a pris une amnistie parce que justement, il voulait que les enfants de ce pays se réconcilient. Gbagbo l'a fait. On attend que ce rôle le fasse. Ce n'était pas une des grosses erreurs du président Gbagbo en prenant cette loi d'amnistie? Ce n'était pas une grosse erreur qu'il a fait? Oui, mais on est en politique. Laurent Gbagbo, ce qu'il a toujours recherché, ça peut être compris comme ça, mais moi je veux dire, il était de bonne foi en le faisant. Parce que pour lui, des Ivoiriens, des frères se sont peut-être égarés, ils ont attaqué le pays, c'est vrai, ils ont donné la Côte d'Ivoire, mais pour aller de l'avant, pour que la Côte d'Ivoire soit unie, pour que les Ivoiriens se rassemblent pour développer le pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit, Laurent Gbagbo a pris sur lui, effectivement, de prendre ces lois, mais je pense que c'était une bonne chose, c'était un acte politique d'une grandeur qu'on ne peut pas, je veux dire, mesurer. C'est un acte politique fort. C'est ce qu'il a fait. Mais oui, il l'a fait dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que lui, il était de bonne foi et il pensait que ceux d'en face l'étaient aussi. Oui, mais bon, puisque lui, il ne savait pas que ceux qui étaient en face étaient de bonne ou de mauvaise foi, mais les intégrer dans le gouvernement, nommer Soro Guillaume Premier ministre à cette époque-là, professeur, vous n'allez pas me dire que le président Gbagbo à cette époque-là cherchait vraiment l'unité nationale de la réconciliation, c'est pourquoi il a posé ses actes. Aujourd'hui, il faut le reconnaître que c'était les erreurs. Oui, le président. On le juge après coup. Mais je veux dire, au moment où il prenait, il avait toutes les raisons, toutes les bonnes raisons de prendre cette décision. Parce que Soro Guillaume était le chef de la rébellion. Soro Guillaume revendiquait le pouvoir. En réalité, c'est ça. Parce que quand il nous dit que c'était parce que les gens du Nord étaient frustrés, ils ont été marginalisés, c'est un faux problème. Ce que Soro Guillaume cherchait, c'était le pouvoir. Et à ce moment-là, au moment où Laurent Gbagbo parcourait, où ses envoyés parcouraient toutes les capitales africaines, à la recherche de réconciliation, de discussion avec nos frères d'en face, il a posé un bon acte en nommant Soro. C'était Soro le chef de la rébellion. C'était pour aussi tester la sincérité de Soro. S'il voulait vraiment la réconciliation de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, en tant que Premier ministre, aurait dû faire les efforts pour réconcilier les Ivoiriens. Mais en fait, tout le temps,
où il a été Premier ministre, il préparait plutôt ce qui est arrivé finalement en 2011. Mais il y a eu la flamme de la paix à Bouaké à cette époque-là. Oui, mais juste là... Vous ne pouvez pas dire que Sori n'était pas de bonne foi, puisque tout le monde, devant le monde entier, le président Gbagbo s'est rendu à Bouaké à cette époque pour brûler symboliquement. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que Gbagbo a eu raison de poser cet acte-là, puisque lui, en visitant tous ces événements, il s'est dit qu'il était sur la bonne voie, que les autres étaient de bonne foi. S'ils auraient participé à la flamme de la paix, ça veut dire qu'ils voulaient la paix pour la Côte d'Ivoire aussi. Donc c'est sur cette base-là que le président Laurent Gbagbo a marché en tant que chef de l'État, parce que c'est lui qui avait le destin aussi de la Côte d'Ivoire en main. Bon, nous allons parler du pays. Récemment, ils ont fêté la fête de la liberté. Est-ce que le terme convient? La fête de la liberté, de nos jours. Bon, d'abord, je ne suis pas responsable du FPI, je ne suis qu'un militant de base, donc je ne peux pas parler au nom de la direction. Mais ce que je veux dire, dans le principe, oui. Dans le principe, oui. Fêter la liberté, ça ne veut pas dire... Non, la liberté, vous l'avez perdue aujourd'hui. Oui, mais... Vous n'avez plus de liberté, vous-même vous êtes en France, exilé. Je suis d'accord, mais la liberté est une quête permanente. La liberté est une quête permanente. Mais pourquoi ne pas vouloir changer même peut-être la dénomination pour dire la reconquête de la liberté qui a été perdue? Oui, mais quand on dit faire de la liberté, ça ne veut pas dire qu'on est libre à 100% non plus. Oui, mais le faisant, c'est pour donner bonne conscience au pouvoir. Je ne crois pas, justement. Je ne crois pas. C'est pour rappeler d'abord aux militants du FPI et pour rappeler aux Ivoiriens et aux Africains, au-delà donc aux Africains, que la liberté, là, c'est une quête permanente. Peut-être que vous n'avez pas suivi les discours qu'on a fait, mais en fait, c'est pour rappeler aux gens que cette liberté-là, pour la conquérir, il faut rester debout. Il faut continuer de se battre. Et cette fête, c'est une fête anniversaire. Donc, on ne va pas simplement s'amuser. On rappelle d'où est partie l'institution de la fête de la liberté. Quand le président Houphouët-Boigny a accepté que le multipartisme qui était pourtant inscrit dans la Constitution soit de nouveau mis en œuvre. Donc c'est un événement important, ça doit nous rappeler chaque fois le combat de Laurent Gbagbo. Ça veut dire qu'au moment où Houphouët lâchait du lest, écoute, est-ce que quelqu'un s'y attendait vraiment? Le grand Houphouët-Boigny qui accepte que d'autres partis se mettent en place, je pense que c'était un événement important. Oui, mais c'est pas dans le même contexte aujourd'hui. Oui, mais on est d'accord. Mais le principe de la liberté, le principe du combat pour la liberté reste valable aujourd'hui encore. Aujourd'hui plus qu'hier d'ailleurs. Comme vous venez de le dire, c'est vrai qu'on n'est pas libre. On n'est pas encore libre. Mais est-ce qu'il y a une raison pour qu'on s'asseye? Non. Fêter la fête de la liberté chaque année, c'est rappeler aux Ivoiriens que le combat n'est pas encore gagné. Alors, ainsi par exemple, M. Ouattara aussi dit à la communauté internationale, quand je vous dis qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, vous dites que je mens, mais voilà, ils sont en train de fêter la liberté. Non. Oui, mais on le fait. Non. Non, faut pas non plus caricaturer les choses. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Fêter la liberté, ça ne veut pas dire qu'on est totalement libre. Et on ne fait pas la liberté pour les prisonniers qui sont là en ce moment. Non, justement, on fait la liberté pour dire que, justement, le combat n'est pas fini. Parce qu'on continue d'avoir des prisonniers politiques. Donc c'est pour rappeler aux Ivoiriens, aux Africains et à ceux qui sont épris de justice que le combat de la liberté, c'est un combat permanent, un combat quotidien. C'est jamais gagné d'avance. Même en France, où on a une certaine liberté, mais il y a des situations où les gens ne sont pas libres. Donc les gens continuent de se battre, sinon il n'y aurait plus de syndicats, il n'y aurait plus d'autres partis politiques, il n'y aurait plus de partis d'opposition, par exemple en France, parce qu'on peut dire que c'est un pays démocratique, donc tout marche bien. Non. Non, pour ça, si vous étiez à Abidjan, vous participerez à... Absolument. Hein? Absolument. Vous serez parti à Gagnois? Je serai parti à Gagnois. D'accord. Ok. Il y a deux FPI. Est-ce que vous qui êtes militant de base, quand vous voyez ce qui se passe au FPI, militant de base, le FPI qui a deux têtes aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, d'abord, en tant que militant de base, si je me base donc sur les textes du parti, il n'y a pas de FPI. Abdoulaye Sangaré à Pinguessan. Donc c'est Pinguessan qui est le président du parti? Non. Non. Mais la justice ivoirienne a reconnu à Pinguessan que c'est lui qui doit utiliser le logo du FPI, mais pas Sangaré. Oui, ça donc à Pinguessan aussi dit que c'est une dissidence. Ça, j'en conviens. C'est une dissidence. Ça, j'en conviens, mais jusque-là, peut-être que vous interrogez les responsables du parti, ils vous diront, mais sinon, pour ce que je sais des textes, c'est Afin Guessan qui est en dehors du jeu. C'est lui qui est plutôt dissident. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir l'utilise comme un trophée, c'est normal, hein?
dans nos pays ou même dans les pays développés. Ça, c'est un jeu politique. Il a fait la prison aussi. Vous étiez ensemble, hein? Ah oui, absolument. Donc oui. Aujourd'hui, à Fingessan, avec tout ce qu'il a subi, oui, mais il ne peut pas s'asseoir sur la même table que le pouvoir. Ça ne le dédouane pas d'autres choses. Mais je veux dire, on a fait la prison ensemble, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est lui qui est hors jeu, c'est lui qui est en dehors des textes, c'est lui qui n'a pas respecté les textes. C'est vrai, il a le soutien du pouvoir. Ça, j'en conviens. D'ailleurs, qu'est-ce que le pouvoir fait aujourd'hui? Au-delà du FPI, en plus du FPI, tous les autres partis là, ils ont été scindés en deux. Il y a eu 2 PIT, il y a 2 MFA, il y a quoi encore, le PDCI même, je ne sais pas où ils en sont. Donc je vais dire, ça c'est normal, on est dans le jeu politique, mais dans le fond, à Fingessan, c'est lui le dissident, c'est pas Sangaré. Il faut que vous trouviez une solution. Oui, absolument. Dans 2 ans, on va aller aux élections, et votre dissidence ne veut pas arranger quand même la démocratie. Je suis d'accord, et je pense que le parti y travaille, les dirigeants y travaillent. Il faut effectivement qu'on mette fin à cette situation. Il faut qu'on mette fin à cette situation, je suis d'accord. Quel remède vous préconisez depuis Paris? Que Abdraman Sangaré mette de côté son ego, à Fingessan son ego. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je ne dirais pas comme ça, mais je veux dire, ce n'est pas devant votre caméra que je veux dire ce qu'on doit utiliser comme solution. Mais moi, en tant que personne et en tant que militant, mon souhait, c'est qu'on ne parle que d'un seul FPI. Voilà. Comment on va faire? Je pense qu'il y a des discussions en cours, il y a des médiations qui se font. Le camp Sangaré a fêté sa fête de la liberté. Oui. À Fingessan aussi va fêter la sienne le 12 mai, et qu'il a dénommé d'ailleurs, la fête pour la reconquête du pouvoir perdu. Voilà la dénomination de la fête de Fingessan le 12 mai. Oui, mais vous voyez donc que ce n'est pas le FPI. Parce qu'en fait, la fête de la liberté, c'est une institution. Hein? Oui, mais vous n'avez plus. Mais peu importe. Attends, monsieur Etienne, quand on fête l'indépendance de la Côte d'Ivoire tous les 7 août, est-ce qu'on est vraiment indépendant? Mais bon. Non, c'est un exemple. C'est vous qui le dites. Voilà. Donc, pour nous, depuis on se croit et on s'est dit indépendant. Exactement. Donc nous, depuis le 30 avril 2090, on considère que on a acquis un espace de liberté. Parce que avant ça n'existait pas. Avant, il y avait le parti unique. Depuis avril 90, on est passé au multipartisme. Pour nous, c'est un gain important. C'est un pas important. Oui, que le pouvoir de M. Ouattara est venu en je suis d'accord. Donc, je veux dire, il faut reconquérir cette liberté qui a été foulée au pied par le pouvoir. Je suis d'accord, mais de toutes les façons, ça n'empêche pas, comme je l'ai dit pour l'indépendance, le fait qu'on ne soit pas encore indépendant, ça ne nous empêche pas de fêter l'indépendance de nos pays chaque année, tous les pays africains d'ailleurs confondus. Mais en même temps, chaque fois qu'on fête, on se rappelle qu'on n'a pas encore l'indépendance. C'est ça le problème, parce que c'est pour marquer, c'est une date qui marque un coup. C'est une date anniversaire. C'est que vous dites ça, c'est contre le colonialisme, c'est contre l'impérialisme, mais là, le président de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara, il vous a tous foutu en prison. Il y en a qui ont perdu leur bien, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en exil comme vous, il y en a qui sont déportés. Et cette liberté, bon, mais quand vous dites ça, Ouattara c'est des douanes pour dire, vous dites que je ne suis pas, je suis comme si, je suis comme ça, mais voilà qui sont en train de faire la liberté. Qui a installé Ouattara? Vous parlez du colonialisme. Ouattara n'est que le prolongement de ce colonialisme, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, sinon, je veux dire, même au-delà des hommes politiques, vous pensez que dans un pays normal, on voit un groupe de jeunes qu'on appelle microbes qui assassinent, qui taillent des gens chaque jour, alors qu'il y a une police. Attends, dans ce pays-là, le directeur général de la police aurait démissionné, le ministre de l'Intérieur aurait démissionné. Vous comprenez? Et pourtant, Ouattara est soutenu par la France. Donc, ce que je veux dire, Ouattara ou la France, pour nous, c'est pas différent. Voilà. Bon, alors, professeur, qu'est-ce que vous regrettez quand vous êtes là aujourd'hui, assis, je ne dirais pas là où nous sommes, mais nous sommes dans une banlieue très proche de Paris. Quand vous êtes là, c'est quoi votre regret? Mais en fait, je n'ai pas de regret, mais j'ai mal. Voilà, je dirais plutôt cela. J'ai mal pour mon pays. Parce que, tant bien que mal, on a lutté pour acquérir certaines libertés. Aujourd'hui, nous sommes revenus. Certaines libertés qui sont perdues. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit on s'est battu pour les avoir. Aujourd'hui, on les a perdues par la faute, je ne dirais pas d'un individu, mais d'un système. Voilà, donc c'est ça qui me fait mal. Et je vois aujourd'hui dans quoi nos parents
nos amis, nos collègues sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la peur au ventre. Les gens, même quand ils vont au travail aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur de rentrer tard. Ils ont peur de rester seuls dans les bureaux. Ils ont peur de marcher dans la rue. C'est ça qui me fait mal. Je ne regrette pas. Mais en même temps que ça me fait mal, j'ai un devoir. C'est-à-dire, tant que je suis vivant, je dois me battre. Je dois me battre pour retrouver cette liberté. Je dois me battre pour retrouver la tranquillité en Côte d'Ivoire. Je dois me battre pour que les Ivoiriens se réconcilient, quel que soit leur bord, quel que soit ce qui s'est passé. Je veux me battre. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour ça concrètement, je travaille avec des amis, des Ivoiriens ou des Africains pour mettre en œuvre ces idées-là, ces idées de rapprochement, ces idées de reconquête de la liberté, ces idées aussi de combat, parce que le système en place, il faut le combattre. Parce que ce que M. Ouattara fait, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, là, tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, je regardais sur les réseaux sociaux, 4000 Burkinabés se sont installés dans la forêt d'Abbeville. C'est-à-dire une forêt qui ne leur appartient pas. Non seulement ils s'installent, mais ils les vendent à d'autres personnes. Pendant que le pouvoir en place est là. C'est-à-dire que ailleurs, si c'était le FPI qui avait manifesté, on les aurait déjà arrêtés. Ils seraient déjà... Voici des gens qui s'installent dans des forêts classées. Au vu au sud du pouvoir, ils ne font rien. Ils attendent que peut-être qu'il y ait le drame, que les abeilles et les crobous se soulèvent, qu'il y ait demain mort d'homme pour venir en pompier. Non, c'est tout ça qui me fait mal. Et c'est contre tout ça que moi je lutte. C'est vrai, pas seul, avec d'autres personnes. Et chacun fera avec l'énergie qu'il a, avec son intelligence. Mais de toutes les façons, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il faudra qu'on se réconcilie. Et cette réconciliation commencera par la libération du président Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, qui est en Côte d'Ivoire. Et pourquoi vous ne citez pas Blé Goudé? Oui, mais je vais le citer. Pourquoi j'ai rien, il n'y a pas de problème. De Blé Goudé, de Simone Gbagbo, d'Assoua Abdou, de Sam, de Lida Kwasi et de plein d'autres anonymes. Qu'on les libère. Il y a des prisonniers militaires aussi. Hein? Bien sûr, mais c'est parce que je n'ai pas tous les noms que je les cite. Il y a Togo Blé, mais je veux dire, en plus de là, il y a des Ivoiriens qui souffrent aujourd'hui au Togo, au Bénin, au Ghana, qui souffrent, qui dorment dans la rue, dans les forêts. Ce qui était impensable il y a peut-être 10 ans d'arrière. Tout cela, tous les Ivoiriens doivent retourner chez eux. Tous ceux qui sont prisonniers doivent sortir pour qu'ensemble, on réconcilie la Côte d'Ivoire. Parce que l'erreur que M. Ouattara et ses amis commettent, c'est que cette situation-là, si on reste sur la posture dans laquelle il est, chacun fera comme ça. C'est-à-dire que tu prends le pouvoir, tu vas te venger, ou bien tu vas obéir au dictat de quelqu'un. Mais ce sera un cercle vicieux. Oui. Nous voulons mettre fin à cela. Mais ça ne construit pas une nation. C'est vrai. Voilà. Nous sommes en fin d'entretien. La toute dernière question que nous voudrions poser au professeur. Professeur, vous vivez depuis un certain moment en France. Comment voyez-vous l'avenir de la Côte d'Ivoire? D'emblée, je vous dirais que... Et pourquoi vous avez marqué ce temps triste? Oui, j'ai marqué le temps parce que, je vous l'ai dit tantôt, je suis triste parce que, tel que les choses vont, j'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai peur que d'autres guerres surviennent pour endeuiller de nouveau la Côte d'Ivoire. Donc c'est un appel que je lance à tous les Ivoiriens, notamment à ceux qui ont le pouvoir, parce que le pouvoir, il est temporel. C'est vous qui vous êtes amusé avec. Oui, peu importe. On va en assumer les conséquences, mais peu importe, mais ça ne nous empêche pas, parce que chaque homme qui vit commet des erreurs. Et quand on marche, on peut tomber. Le plus important, c'est de pouvoir se relever. Et quand vous relevez, vous pouvez dire à l'autre qui est au pouvoir, le mettre en garde sur des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et c'est cela. Donc l'appel, c'est que tous les Ivoiriens puissent se retrouver dans de quelque bords qu'on soit. Si les amis de M. Ouattara peuvent donner des conseils à M. Ouattara, il faut qu'il comprenne que la Côte d'Ivoire n'est pas à lui. Ce n'est pas sa propriété. La Côte d'Ivoire est aux Ivoiriens. Et donc, il a intérêt à mettre bas la terre. Il a intérêt à être humble. Et si les gens veulent vraiment la réconciliation, vous avez parlé de M. Soro Guillaume tout à l'heure, s'ils veulent vraiment la réconciliation, qu'ils posent des actes concrets. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Mais nous luttons en même temps contre le pouvoir Ouattara parce que c'est un pouvoir dictatorial, c'est un pouvoir sanguinaire. C'est pour ça que nous luttons contre. On ne lutte pas contre un individu, on lutte contre un système. Et pour cela, moi je suis prêt à faire ma part avec d'autres pour que la Côte d'Ivoire retrouve tous ses enfants. Pour que la Côte d'Ivoire se retrouve et qu'on parle vraiment de réconciliation. Mais la réconciliation vraie, qu'on aille vers les peuples qui ont été meurtris pour leur demander pardon. Pour tout ce que chacun de nous a pu faire.
pour en arriver là. Mais il faut qu'on aille de l'avant. Et pour cela, les Ivoiriens doivent tous se retrouver. Je pensais que c'était la toute dernière question, mais professeur, il y a le pouvoir, vous avez envoyé un de ses ministres pour vous demander de retourner avec beaucoup de faveurs, beaucoup de faveurs. On va arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'était M. Tibus Kofi qui vous faisait... oui, qui servait... Non, il servait juste d'intermédiaire. Mais non, M. Tibus Kofi, je pense qu'il est à Abidjan. J'espère que tout va bien pour lui. Mais en fait, moi, je ne cherche pas de faveur du pouvoir. Non. À titre individuel, je ne cherche pas de faveur. Je suis en exil à contre-cœur. Quoique M. Ouattara dise qu'on est des exilés volontaires, je ne sais pas, moi, un gourou digne de ce nom, je ne vois pas pourquoi je me trouverais heureux en dehors de la Côte d'Ivoire, simplement parce que je veux. Si je devais rester en France quand j'ai fini mes études en 87, je serais resté. Mais je suis allé en Côte d'Ivoire parce que je devais, c'était mon devoir d'aller servir mon pays. Donc c'est contre ma volonté que je suis en exil. Mais donc, je veux dire, tous ces envoyés-là, les Tibus Kofi a été envoyé par M. Bakongo. Mais je vous rappelle que c'est M. Bakongo qui a envoyé des tueurs le 19 avril pour m'assassiner. Ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit. Donc pour vous, c'est un piège. Ah oui, non, mais non, c'est plus qu'un piège. Je trouve même que c'est de la foutaise parce que M. Bakongo ne peut pas en plus. C'est-à-dire, s'il n'a pas réussi à m'assassiner en Côte d'Ivoire, c'est pas en France qu'il va venir me tuer à travers la nourriture. Non. Et puis M. Bakongo, il n'est rien, il n'est personne. Moi, je le connais. Parce que j'ai géré l'université, je sais qui il est. Je connais son parcours, je connais son cursus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je dis il y a un système. M. Ouattara doit comprendre qu'on a besoin de se réconcilier. Et la réconciliation commence par la libération du président Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de Simon Gbagbo, de tous les prisonniers politiques. Et qu'il permet que tous les Ivoiriens rentrent. Qu'ils mettent fin à cette violence des microbes qui endeuillent des gens, des coupeurs de route partout parce qu'ils ont distribué des armes. Parce qu'ils voulaient le pouvoir, ils ont distribué des kalachnikovs comme du petit pain. Aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est ça mon problème. Si tout ça c'est réglé, moi j'ai aucune raison. J'ai pas de raison personnelle de rester en France. Voilà. RPI, PDCI. Vous savez, je vais vous rappeler, vous connaissez un peu l'histoire de la France, la libération de la France. C'était tous les partis. Le Conseil national de la résistance, c'était tous les partis et tous les syndicats de France qui se sont unis. Après l'appel du général de Gaulle en Angleterre. Mais c'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a personne pour lancer cet appel. Oui, mais c'est ce qu'on attend. Mais donc, on lutte pour ça. Vous pouvez lancer cet appel? Pour qui je suis? Oui, je peux lancer mon appel, mais je ne suis responsable d'aucun parti. Mais je veux dire, c'est un appel que je lance, que ce soit au PDCI, même au RDR. Parce qu'au RDR, il y a quand même des Ivoiriens dignes de ce nom. Il y a des Ivoiriens qui aiment leur pays. Il y a des Ivoiriens qui aiment la paix. Je lance l'appel à tous ceux de bonne volonté, de quelques partis qui appartiennent, qu'on se retrouve au chevet de la Côte d'Ivoire pour rassembler, pour réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Où qu'ils soient, qu'on les réunisse de nouveau en Côte d'Ivoire pour qu'on parle, pour qu'on soit notre pays, pour qu'on soit notre mère nation, pour qu'on puisse s'asseoir et reparler de nouveau comme on l'était avant, pour que la Côte d'Ivoire avance. C'est la seule condition. S'il n'y a pas de réconciliation, tous les ponts, tous les ouvrages, ça ne servira à rien parce que le développement, c'est au profit d'une nation, c'est au profit de populations, mais des populations qui vivent en paix et en toute fraternité pour faire avancer notre pays, tout simplement. Pour faire avancer le pays, le professeur Baloubi, nous l'avons rencontré, Soro Guillaume, il vous a donné quelques conseils, il a émis des remèdes qui sont faciles à appliquer et je crois que depuis Paris, tous les Ivoiriens contraints de quitter la Côte d'Ivoire ou vivant à l'aise, peu importe ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le professeur Baloubi vient de nous donner son éclairage là-dessus. Ivoiriens de tous les bords, vous êtes PDCI, FPI, RDR, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur qui le dit. Mettons-vous ensemble, essayez de faire quelque chose pour que la paix, la vraie paix, la réconciliation vraie atteigne les cœurs. Professeur, un dernier mot? Oui, juste vous remercier pour l'occasion que vous me donnez, mais puis dire aux Ivoiriens que on a souffert, on continue de souffrir, mais qu'ils gardent espoir. Parce que moi je crois profondément en Dieu et je pense que ce qu'un peuple veut là, Dieu accorde toujours le vœu du peuple, pourvu qu'il le fasse de façon sincère, pourvu qu'il le fasse de façon déterminée. Et je sais que les Ivoiriens qui sont épris de justice, notamment ceux qui souffrent, ils sont décidés à faire avancer la Côte d'Ivoire contre vents et marées, et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci et à très bientôt.